Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, quand elle risque de tourner au cauchemar, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera 30 ans d'aveuglement. Oui, 30 ans, ça fait exactement 30 ans, aujourd'hui, jeudi 19 octobre, que s'est produit, allez, on va dire le seul véritable crack de l'histoire depuis 1929. C'était donc ce lundi 19 octobre 1987, la bourse de New York perdait 23%. On croyait ce crack littéralement impossible, tout simplement parce que, au cours des 2 années précédentes, eh bien, on avait vu émerger les marchés dérivés, les options. Ainsi, on pouvait prendre des risques infinis, puisque l'on pouvait également se procurer une couverture infinie. 13 ans plus tard, en l'an 2000, on assiste au crack des dot-com. Là, on pensait que plus rien ne pouvait arriver, en tout cas plus aucun revirement à la baisse, puisqu'on était rentré dans une nouvelle économie où les règles étaient complètement bouleversées et où les règles centenaires, séculaires, ne s'appliquaient plus. Et puis, en 2007, un autre crack que l'on croyait impossible, puisque l'on était totalement couvert contre le risque de défaut des créances adossées à l'immobilier, les fameuses subprimes, on était couvert par des CDS. Et puis, 2017, on a atteint des niveaux de valorisation qu'on n'a jamais connus, même pas en l'an 2000, parce qu'en l'an 2000, il faut retirer les dot-com qui n'existaient plus au bout de quelques mois. Et regardez, parmi les titres qui ont continué d'exister, quel était le niveau de valorisation. On était très inférieur en mars 2000 à ce que l'on observe aujourd'hui, on va dire sur le S&P 500. Nous mettons bien sûr le Nasdaq de côté. Donc nous sommes à des niveaux de valorisation jamais connus depuis 1929, à des niveaux d'endettement et de détention des titres à crédit à des niveaux jamais connus depuis 1929. Et nous sommes dans une phase de progression ascendante qui rappelle effectivement beaucoup 99 et beaucoup 1929. Mais là, on nous dit évidemment que ça n'a rien à voir, puisque vous ne voyez aucune euphorie, vous ne voyez pas les petits épargnants faire la queue devant le bureau de leur conseiller bancaire pour ouvrir un compte titre. Non, là, c'est un robot. Alors, il y en a effectivement des centaines naturellement, mais tous sont bâtis sur le même modèle et tous répliquent quelque part le même programme. Donc, plusieurs robots, mais on va dire un objectif et une stratégie unique, allouer les actifs, allouer la liquidité qui est injectée chaque mois par les banques centrales de façon totalement aveugle. Mais peu importe, puisque de toute façon, il n'y a pas de risque. Et le VIX se trouve écrasé désormais en dessous du seuil des 10. Oui, mais 87, 2000, 2007, 2017, on en revient toujours à ce même schéma. On est couvert, il n'y a aucun risque. Alors on ne sait pas si les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, mais l'aveuglement des opérateurs, encouragé en plus de ça par le fait que l'on s'enrichit facile sans se poser de questions, et là aujourd'hui, par rapport à 1987 ou 2000 ou 2007, les gérants n'ont même plus besoin de se demander s'il faut acheter de l'obligataire, des actions ou faire, pourquoi pas un mix des deux avec des convertibles, tout monte. C'est pas comme en 2000 ou en 87, quand vous aviez des actions qui montaient, vous aviez le marché obligataire qui baissait parce que les taux se tendaient, donc vous aviez une dégradation de l'obligataire, une hausse du rendement des dettes. Aujourd'hui, tout monte, tous les actifs voient leur prix nominal grimper. Donc il n'y a pas besoin de se demander si on va arbitrer en faveur de l'obligataire, du corporate ou d'un hybride obligataire. Tout monte toujours en même temps. Donc ça, cette situation-là est totalement inédite. Autrement dit, ça nous pourrait nous valoir à la fois un crack obligataire type 94,
un crack des dot-com qui toucherait cette fois-ci eh bien, les fintech et les biotech. Hier, je crois que c'est une start-up américaine qui n'a encore validé aucun brevet, qui a réussi à lever encore, je ne sais plus, 150 millions de dollars et qui est valorisée maintenant 6 milliards sans avoir sorti $1 de chiffre d'affaires. Donc on retrouve un petit peu les mêmes folies qu'en l'an 2000. Et en ce qui concerne le sentiment d'invulnérabilité parce qu'on est couvert, eh bien, il n'y a pas d'autre référent aujourd'hui que 2007 avec les fameux CDS sur les millefeuilles de créances pourries. Voilà donc un petit peu les concordances que l'on peut établir aujourd'hui entre 1987 et 2017. Par contre, il y a des concordances qu'on ne peut plus établir aujourd'hui, c'est les séries haussières, telles qu'on la constate aujourd'hui sur le Nikkei, qui inscrivait une 13e séance de hausse consécutive. Alors c'est déjà arrivé une fois quand même dans l'histoire, c'était en 1988, en plein gonflement justement de la bulle des valeurs japonaises, encouragée par un crédit facile. Là aussi, c'était les banques japonaises qui offraient n'importe quelle quantité d'argent pour faire de la bourse. Et puis, nous en sommes à 10 records consécutifs sur le Nikkei, et ça, eh bien, sur 50 ans, il n'y a pas de précédent. Voilà. Donc, c'est vrai que nous sommes en train de vivre des choses uniques, sans précédent, dont il est difficile, évidemment, de tirer des règles. Et ceux qui sont les tenants du discours, mais oui, mais vous voyez bien qu'en 2017, les choses ne se passent plus comme en 87, ni en 97, ni en 2000, ni en 2007, puisque ça ne se passe plus de la même façon, eh bien, c'est que la hausse va se poursuivre. On a changé d'époque, on est rentré dans la finance 2.0. Eh bien, nous espérons que d'ici peu, nous n'aurons pas une chute des indices de type 2.0, ou plutôt moins 20%, parce qu'en fait, aujourd'hui, personne n'est capable d'estimer ce que valent les actifs boursiers, couverts ou non.